Mesdames et messieurs, merci pour votre présence en ce lieu où Africable, la chaîne du continent, vous présente Veillez au bord du Djoliba. Le Nigris, ou fleuve du Nègre, prend sa source presque sous le parallèle de Freetown, dans la chaîne du Loma. C'est là que Zweifel et Moustier ont vu pour la première fois, en 1879, le ruisseau qui deviendra le majestueux Niger. Baptisé par les Mandinka Djoliba ou Kwara, le fleuve Niger a un cours de près de 4200 km, dont 1700 km au Mali. Troisième fleuve du continent africain après le Nil et le Congo de par sa longueur, il se jette par un delta marécageux dans l'océan Atlantique à Port Harcourt au Nigeria. Mesdames et messieurs, c'est au bord de ce prestigieux Djoliba, né dans les hauteurs du Fouta Djallon, que j'ai l'insigne honneur de recevoir pour vous l'honorable Soumaïla Cissé, président de l'Union pour la République et la démocratie, auteur du livre « De belles années au service de l'intégration régionale », faisant ainsi le bilan de cette organisation et en tirer les leçons pour préparer une stratégie adaptée à un monde en constante mutation pour les décennies à venir. Convaincu qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va, la commission de l'UEMOA a réuni un panel de haut niveau pour tracer les grandes options de l'Union à l'horizon 2020. De façon prémonitoire, le panel a dégagé 4 scénarios prospectifs. 1. Les seigneurs de la guerre, le temps des hyènes. 2. Le triomphe du développement durable, le temps des jardiniers. 3. Nouveaux partenaires ou chevaux de Troie. Et 4. La montée de la conscience collective, le vol du Kalao. Avec un programme qui s'intéresse aux hommes et à l'environnement, l'organisation a investi au Mali plus de 100 milliards de nos francs. Environ 11 milliards à l'Office du Niger, 3 milliards au Fagibine, 15 milliards dans le Parlement de l'UEMOA sur la route de Kati. L'Union a réalisé 450 forages dans les zones de Douanza, Gundam, Niafunke, Gourma-Rarous, Nara, Nyoro. Elle a contribué au désensablement de Gao et a eu souci des handicapés en développant l'énergie et œuvré à la mise à niveau des entreprises. 10 ans à la tête de cette organisation régionale, est-il besoin de présenter le député élu de Niafunke, natif de Tombouctou? Pour le camper, je vais faire mien ce que Louis Michel, ministre d'État, député et coprésident de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, a dit de lui en préfaçant de belles années au service de l'intégration régionale. Louis Michel a écrit « Soumaïla Cissé, une des plus belles intelligences africaines, a fait preuve tout au long de son mandat à la présidence de l'UEMOA de leadership et de vision dans des dossiers difficiles et délicats. Soumaïla Cissé fait partie de ces hommes visionnaires, ouverts au dialogue, aux réformes et au changement, acteurs de leur destin personnel et partenaires engagés et solidaires de celui des autres, au service de l'Afrique, au service de l'Afrique de l'Ouest, au service de leur pays et demain au service du monde. » Et le ministre d'État Louis Michel de conclure en ces termes « Je crois dans le dessein politique de Soumaïla Cissé. Je crois en son talent, en son intelligence, à son sens de l'intérêt supérieur de l'État et de l'humanité. » Mesdames, Messieurs, Africable, la chaîne du continent, vous souhaite la bienvenue. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, l'horizon est obstrué. La génération montante n'a pas d'identifiant. De quoi demain sera-t-il fait? À force de se mentir, nous ne savons devenir ni arbre ni pierre. L'avenir, le fer de lance de la nation est anxieux et angoissé. Veiller au bord du Djoliba se veut être un espace d'expression plurielle, un lieu d'échange, d'éducation,
et de partage. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je suis on ne peut plus honoré de recevoir à veiller au bord du Djoliba l'honorable Soumaïla Cissé, écrivain, président de l'Union pour la République et la démocratie, URD, chef de file de l'opposition. Notre veillée comprendra deux parties. Une première sera consacrée à l'œuvre de belles années au service de l'intégration africaine et une deuxième partie qui nous fera jeter un regard sans artifice aucun sur la vie politique, économique, sociale et culturelle de notre grand Mali. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Invitation pour animer cette première veillée au bord du Djoliba. Les États africains, vous avez dit dans de belles œuvres au service de l'intégration régionale, les États africains s'éveillent, lentement mais sûrement, à pas compter mais résolument. Tel est votre constat dans l'avant-propos de votre œuvre, de belles années au service de l'intégration régionale aux éditions Eburni. Vous qui aviez présidé aux destinées de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, comment est née cette institution? Merci bien, M. Konaté. Je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir invité à cette émission. Vous dire que je suis particulièrement honoré d'être choisi comme le premier intervenant. Je suis honoré parce que le Djoliba, c'est tout un symbole. Je suis honoré aussi parce qu'il y a tellement d'hommes et de femmes talentueux dans ce pays qui méritaient certainement d'être là avant moi. C'est pour ça que je vous remercie et je profite pour saluer tous nos invités et souhaiter que la veillée soit douce, belle et qu'elle soit aussi longue. J'avais dit effectivement dans les belles années au service de l'intégration africaine que les États-Unis d'Afrique s'éveillent. C'est en réalité le sentiment profond que j'ai eu après près de 10 ans à la tête de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 10 ans au cours desquels j'ai senti l'engagement politique des dirigeants africains, de nos chefs d'État. J'ai senti la soif d'intégration des cadres africains. J'ai senti le besoin qu'avaient nos peuples de se retrouver, de partager des choses en commun. Être des États-Unis, ce n'est pas qu'un symbole, ce n'est pas qu'une dédicace. Ça doit être beaucoup plus profond que cela. Et cette profondeur, je l'ai sentie quand nous avons mis en place un certain nombre de politiques. Je l'ai senti quand on peut voyager de Lagos à Dakar avec simplement une pièce d'identité. Je l'ai senti quand chacun de nous peut s'installer là où il veut. C'est pour ça que l'Union économique, l'économique monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, est un grand moment pour moi. J'ai beaucoup appris et surtout, j'ai senti vibrer le cœur des Africains de l'Ouest. J'ai senti leur cœur vibrer, c'est pour ça que cette construction était une belle construction. Comment est née l'Union économique et monétaire ouest-africaine? Vous savez, elle est née en 1994, exactement le 10 janvier 1994. À ne pas confondre avec la dévaluation qui a eu lieu le 11 janvier 1994. Bien sûr, on a retenu beaucoup la dévaluation, mais le fait le plus important, c'était la création de l'Union économique ouest-africaine. Vous savez, nous avons connu les 10 premières années de l'indépendance quelque part dans l'euphorie. Pensez au miracle ivoirien. Nous en avons tous profité. Tous les enfants de l'Afrique de l'Ouest. Combien de Maliens se sont installés en Côte d'Ivoire? Mais après, nous avons connu les sécheresses des années 70. Nous avons connu les sécheresses des années 80. Et petit à petit, le pouvoir d'achat s'est étiolé. Les matières premières ont perdu de leur poids. Les difficultés sont venues et nous sommes passés à l'ajustement structurel. Les déficits budgétaires se sont accumulés. Rappelez-vous, pour les plus anciens, les difficultés qu'il y avait à payer les salaires. Rappelez-vous de ces mois très longs où payer les salaires dans un pays était devenu une prouesse, alors qu'aujourd'hui c'est chose évidente. Il était apparu donc à tous les décideurs qu'il fallait changer. Nous produisions pour vendre en Europe, nous produisions pour vendre à l'extérieur.
et nous échangeons très peu entre nous. Très peu d'échanges entre le Mali et la Côte d'Ivoire, entre le Sénégal et le Mali, entre les pays voisins. Donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine est venue pour corriger tout cela, donner un nouveau départ, un nouvel élan pour que nous nous rapprochions davantage, pour que nous travaillions pour nous-mêmes et que nous travaillions ensemble. Voilà vraiment les causes profondes qui ont fait que l'Union économique et monétaire ouest-africaine était une nécessité, un besoin vital pour les économies de nos pays. Oui, mais est-ce que cela ne fut pas une autre machine bureaucratique de plus pour l'Afrique? Non, c'est vrai que quand vous créez une institution comme ça, il faut trouver un président, il faut trouver les commissaires, il faut embaucher des gens. Il faut surtout mettre en place les institutions. Les 10 premières années de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont été des années quelque part bureaucratiques. Il fallait mettre la Cour de justice, il fallait définir un certain nombre de politiques, créer la Chambre consulaire régionale, créer le Parlement de l'Union, le CIP, le Comité interparlementaire. Donc nous avons passé 10 ans à mettre en place les choses. Nous avons passé 10 ans à mettre en place ce qui devrait aider à faire fonctionner l'IOMA. Donc c'était un peu quelque part des rencontres de gens en costume cravate qui étaient tout le temps sur les télés, qui faisaient des réunions, des comptes rendus. On les voit aller, on les voit venir. Mais c'était pour faire de belles choses après. Ces belles choses, nous les avons commencées en 2004. Vous savez, avant, il fallait aussi rassurer un certain nombre d'États, comme les États sahéliens, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui perdaient beaucoup en recettes douanières, puisque nous avons baissé les droits de douane, nous avons mis un tarif extérieur commun, nous avons mis un certain nombre de choses qui facilitaient les échanges entre nos pays. Mais nous avons mis aussi en place un système de compensation qui distribuait de l'argent à ces pays. Le Mali a ainsi obtenu plus de 30 milliards de francs CFA de l'UOMOA pour pouvoir compenser cela. À partir de là, il fallait changer de tactique, montrer aux populations que l'UOMOA, ce n'est pas qu'une affaire d'hommes en costume cravate. C'est aussi le paysan, c'est aussi l'éleveur, c'est aussi l'environnementaliste, c'est aussi l'entrepreneur et le secteur privé. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un programme économique régional. Ce programme économique régional consistait tous les volets. C'est comme ça que nous avons aménagé des plaines à l'Office du Niger. C'est comme ça que nous avons lutté contre l'érosion. C'est comme ça que nous avons fait des routes, que nous avons fait des interconnexions. Beaucoup de Maliens ne savent pas que parfois l'énergie qu'on consomme ici vient du Nigeria, à travers le Ghana, la Côte d'Ivoire, jusqu'ici. Et que le Mali reprojette aussi de l'énergie qui va parfois jusqu'au Ghana, jusqu'à Mauritanie. Ça, c'est grâce à l'Union, que ce soit l'UOMOA, que ce soit la CEDEAO. Aujourd'hui, je peux dire que les peuples de l'Union se reconnaissent en l'UOMOA. J'ai vu des femmes pleurer parce qu'elles ont de l'eau. J'ai vu des enfants soulagés, des jeunes filles aller enfin à l'école parce que la corvée d'eau n'est plus une corvée parce qu'on a amené de l'eau jusque chez eux. J'ai vu des endroits où nous avons aménagé des plaines, plus de 1000 hectares par chaque pays. Nous avons vu des côtes sécurisées au Sénégal, par exemple, au Togo. Nous avons vu au Mali, nous avons investi pour le Fagibine. Nous avons aidé les entreprises à être à niveau. Vous savez, il y a des entreprises qui avaient perdu leur marché, tout simplement, parce que les produits qu'ils faisaient n'étaient plus des produits vendables à l'extérieur. L'UOMOA les a aidés à être aux normes, à améliorer leur technicité, à pouvoir regagner leur marché, à être donc un secteur privé compétitif. Donc je peux dire que de la phase bureaucratique, nous sommes arrivés à une phase de conception, une phase d'intéressement des populations. Et je crois qu'aujourd'hui, l'UOMOA est très connu. Les partenaires nous ont aidés, ils nous ont appréciés, ils nous ont financés, ils ont aimé l'UOMOA. Et je crois que les organisations qui étaient là peut-être 20 ans avant nous, nous les avons quelque part rattrapées et peut-être même dépassées. Dans de belles années au service de l'intégration régionale, vous avez écrit que la culture demeure ancrée dans les terroirs, dans les coutumes propres à chaque région, les relations ancestrales qui se sont affirmées au cours de l'histoire entre différentes ethnies. Que pouvons-nous comprendre par « il n'y a pas de nations africaines, mais des peuples africains » Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, je disais d'ailleurs dans le bouquin qu'en forçant le trait, on peut dire ce que vous avez dit tout à l'heure.
En réalité, ce qu'on constate, aujourd'hui, l'histoire récente du Mali le prouve. Les gens se sentent plus de telle ethnie que d'être maliens. Ils se sentent plus de cette région que d'être maliens. Et cette culture qui est dans le terroir domine en fait l'essentiel. C'est pour ça que l'opportunité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une opportunité qui permet à chacun de dépasser largement le cadre de sa communauté et même quelque part de dépasser son pays. Aujourd'hui, quand vous parlez du Kénédougou, vous avez un bout au Mali, vous avez un bout en Côte d'Ivoire, vous avez un bout au Burkina Faso. Donc partout, vous avez un peu de culture, des peuples qui sont là, mais pas forcément une nation. Nous avons commencé à travailler la nation bien avant. Il y a eu le Ouagadougou, il y a eu le Mali, il y a eu le Songhai, il y a l'Empire Peul du Massina, etc. Quelque part, je suis convaincu que l'histoire d'un pays, c'est l'histoire d'un fleuve, tout simplement. Et notre histoire, c'est l'histoire du Joliba. Parce que c'est la mer nourricière, c'est le point de contact, c'est la voie de navigation et tout se passe autour du fleuve. C'est ce fleuve-là qui a cimenté certaines relations ancestrales. Mais les États que nous avons aujourd'hui sont des États qui datent du partage de 1885, où on a pris une règle, on a découpé. C'est pour ça que cette nation que nous souhaitons n'est plus là. C'est pour ça que élargir le champ, mener ça tout au niveau, par exemple, de l'UOMOA, de l'Afrique de l'Ouest, est un plus. C'est pour ça que je dis que les cultures restent encore au niveau des terroirs et que nous souhaitons une nation, mais elle n'est pas encore là. Vous savez, quand vous allez en Afrique australe, vous allez en Afrique de l'Est, on ne nous identifie pas comme Sénégalais ou Maliens, on nous identifie comme West Africans, ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. L'histoire d'un pays, c'est certainement l'histoire d'un fleuve, parce que les fleuves ont servi de voie de communication. Parce que si on prend l'Allemagne, c'est le Rhin, le Danube de l'autre côté, le Nil pour l'Égypte, et certainement le fleuve Niger pour tout ce qui concerne notre région. Et c'est pour ça qu'il est important de voir les cultures qui se développent autour du fleuve. Je disais aussi que le découpage actuel ne correspond pas à un découpage de nation. C'est un découpage colonial qui a été fait. Mais si aujourd'hui on veut parler du Mandé, il faut parler du Mali, il faut parler de la Guinée, il faut parler de la Guinée-Bissau, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Gambie, etc. Mais tous ces pays sur le même espace, dans la même union, on ne parlerait plus de la Gambie, on parlerait de l'Afrique de l'Ouest, on parlerait d'une nation ouest-africaine. C'est ça qui est intéressant dans les concepts de ce que nous avons fait. Et je crois honnêtement que si on n'avait pas fait les unions comme la CEDEAO, comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la balkanisation allait être encore plus poussée. Parce que là, on a un ciment que nous tenons, nous essayons d'être autour de cela. Et nous nous sentons tous concernés, nous partageons nos cultures, nous partageons nos vécus. Donc avant d'avoir ces nations africaines que nous souhaitons, il est évident que nos cultures sont ancrées dans les terroirs. Et je pense que les Maliens sont très aptes à le comprendre. Et vous-même, vous avez beaucoup travaillé sur ce domaine-là. Nous venons de boucler la première partie de notre émission. Vous souhaitez des politiques communes définies à l'échelle régionale. Cela est louable, hein, mais en tant que président de l'URD, chef de file de l'opposition, quel repère politique avez-vous pour notre pays, le Mali? Au plan de la consolidation de la démocratie, quand on sait que notre Parlement est une caisse de résonance et notre société civile a une allure plutôt servile. Non, vous savez, la démocratie est certainement une des valeurs les plus importantes que nous essayons de partager. Mais il y a des règles, il y a des difficultés. L'une des premières règles, c'est qu'on accepte une opposition, qu'on la laisse parler, qu'on la laisse critiquer, qu'on accepte que la presse fonctionne au mieux. Je crois que ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux pour une démocratie. Mais une démocratie, c'est aussi le vote, mais un vote transparent. Quand vous ne pouvez pas dépouiller publiquement, il y a problème. Quand vous avez des difficultés où vous pouvez avoir 6 000 votants en un lieu et 6 000 qui votent la même personne et 6 000 qui sont sur la liste, il y a un problème. La démocratie devient quelque chose de dévoyé. Mais la démocratie se construit sur un certain nombre de piliers.
Vous savez, dans nos pays, vous devez avoir une majorité, vous devez avoir une opposition, mais vous devez aussi avoir une grosse société civile. Vous avez dit que le Parlement est une caisse de résonance. Ce n'est pas souhaitable. Nous devons faire en sorte que le Parlement soit mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Et pour qu'il soit mieux que ce qu'il est aujourd'hui, le Parlement doit refléter la typologie de notre société. Notre société, c'est quoi? C'est des femmes à plus de 50%. C'est des jeunes à plus de 60%. C'est des leaders politiques. Ils ne sont pas au Parlement. Faisons en sorte qu'ils soient au Parlement. Faisons des réformes pour qu'ils soient au Parlement. Et ceci va faciliter et consolider l'unité nationale. Parce que je ne serai plus le député de Niafunké ou de Kolokani. Je serai un député de l'ensemble de la nation. Et il faut bien sûr qu'il y ait des représentations territoriales pour que ça marche. La société civile doit être là pour être le gardien du temple. Vous savez, moi, je donne souvent une image que certains de mes amis connaissent. Quand vous prenez une marmite, vous la posez sur un foyer, vous avez 3 pierres, une grosse, une moyenne et une petite. La plus grosse, c'est la société civile. La moyenne, c'est la majorité. La plus petite, c'est l'opposition. Mais chacune des pierres, quand vous l'enlevez, la marmite tombe. Sûr. Ça veut dire que chacun a son rôle. Et chacun doit contribuer à tenir la nation, à tenir la démocratie, à tenir la marmite. Vous voyez, il nous faut une société civile forte, très forte. Parce que l'opposition et la majorité, ils peuvent quelque part se mettre d'accord. Si on parle de gouvernement d'union nationale, ce n'est pas le cas, mais ils vont être d'accord. Qui peut surveiller, qui peut corriger si ce n'est pas la société civile? C'est pour ça qu'elle doit être consolidée, elle doit être renforcée. Elle doit être renforcée par la presse qui est indépendante, elle doit être renforcée par une opposition qui peut s'exprimer, elle doit être renforcée par le dialogue social, les associations, les syndicats, les associations de jeunes, les associations de femmes qui doivent avoir leurs mots à dire pour pouvoir s'exprimer. Vous voyez, c'est tout ça, la diaspora, tout ça qui doit s'exprimer pour que notre société soit plus forte et que notre démocratie soit beaucoup plus forte. Il nous a enseigné que gouverner, c'est prévoir. Comment fixer le 20 novembre pour l'organisation des élections municipales, alors que nos frères catholiques effectuent les 18, 19 et 20 novembre le pèlerinage à Kita? La République a-t-elle cessé d'être laïque? Je ne suis pas celui qui fixe les dates. Si j'étais celui qui fixait les dates, je n'aurais pas fixé les dates comme ça. Et je crois que c'est un point que j'ai personnellement souligné au ministre, que notre communauté catholique a une fête importante le 20 novembre. Le gouvernement en tiendra compte, peut-être, je n'en sais rien. Mais il est évident que l'un des éléments importants en plus de cette date, c'est quelles sont les conditions qui ont fait que nous avons été obligés de reporter les dernières élections. Ces conditions étaient liées à l'insécurité, ces conditions étaient liées à l'absence d'administration, l'absence de juges, l'absence d'enseignants et une insécurité qui est vraiment de plus en plus présente. Est-ce que ces conditions sont levées pour que nous puissions faire les élections? La loi permet aujourd'hui de faire des élections de façon séparée. La question qu'on se pose, est-ce qu'il est bon de faire des élections dans un pays en crise de façon séparée? C'est des questions auxquelles les Maliens doivent répondre. Aujourd'hui, la date est fixée, les conditions sont à mettre en œuvre pour voir si les élections auront lieu, mais il est évident que vos interrogations demeurent. Alors, on va parler de gouvernance. Le paradoxe de l'accord de paix, l'insécurité grandit au nord, elle gagne le centre et menace le sud. Que nous cache cet accord-là? Parce que moi, je ne comprends pas du tout. Non, vous devriez comprendre, parce que ce que nous avons demandé, nous, c'est que l'accord soit mieux expliqué. L'accord, à mon avis, n'est pas encore suffisamment bien expliqué. Le fait qu'une personnalité comme vous, bien informée, se pose encore des questions, ça veut dire que l'accord n'est pas bien expliqué. L'accord aurait dû être aujourd'hui, 1 an après, 14 mois après sa signature, en application. Mais nous avons vu que le Nord échappe au gouvernement et à l'État. Nous avons vu que le centre est en train complètement de partir à l'eau. Nous avons vu que l'administration, les enseignants, les juges, tout le monde est absent. Nous avons vu que même les autorités intérimaires, qui étaient le socle pour commencer la gouvernance au niveau des communes du Nord, n'est pas là. Et nous avons vu aussi que des signataires importants de l'accord sont aujourd'hui en train de se battre entre eux.
Donc ça veut dire que l'accord doit être mis à plat. C'est pour ça que nous avons demandé, que nous demandons toujours, qu'il y ait des concertations nationales élargies, que rien ne soit tabou, qu'on pose l'accord, qu'on pose les problèmes de gouvernance, les problèmes de sécurité, surtout les problèmes institutionnels. Qu'est-ce qu'on fait demain? La décentralisation telle qu'elle est, les nouvelles régions, où est-ce qu'on en est, les pouvoirs qu'on donne au président des régions, au président des cercles, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que vers quel schéma nous voulons aller? Quel est le cap, l'orientation que le chef de l'État et son gouvernement veulent impulser pour que le Mali sache où il va? Et je crois que c'est ce dialogue-là, ce déficit de dialogue qui n'est pas là.